Bonsoir à tous. Donc voilà, ce soir, on m'a demandé de vous parler du dépistage du cancer du sein, en reprenant un petit peu des bases scientifiques et puis en reprenant aussi un petit peu toutes les polémiques actuelles sur le dépistage. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Donc moi je suis le docteur Bruno Borance, je suis radiologue à l'Institut Arnaud Zanck. Je travaille aussi à l'Institut du sein Nice-Santa Maria et au cabinet d'imagerie médicale Nice-Lamartine. Alors, quelques petits mots d'épidémiologie. Donc le cancer du sein, comme vous le savez, est le cancer le plus fréquent de la femme, puisqu'il touche environ 48 000 nouveaux cas par an en France et environ 1000 nouveaux cas par an en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la première cause de décès de cancer chez la femme, avec environ 12 000 cas de décès par an. Et actuellement, on estime à une femme sur 8 la proportion de femmes qui présenteront un cancer du sein durant leur vie. Alors je vous ai mis ici, ce sera la seule courbe qu'on verra, ne vous inquiétez pas, donc une courbe sur l'incidence du cancer du sein et la mortalité du cancer du sein qui est récente puisqu'elle date de 2012 et donc c'est évalué en France. Et donc en fait ce qu'il faut surtout retenir c'est que le pic d'incidence débute en gros entre 30 et 35 ans, avec un pic, on dit que la médiane de l'âge du cancer du sein c'est 63 ans. Et donc voilà, le pic est environ aux alentours de 65, avec ensuite une incidence qui reste relativement stable, voire en discrète diminution, jusqu'à la fin de la vie, alors que la mortalité ne cesse d'augmenter avec l'âge. Alors, qu'est-ce que l'on dépiste? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul cancer du sein? Eh bien non, il n'y a pas qu'un seul cancer du sein, il y en a environ une soixantaine de tumeurs malignes qui peuvent atteindre le sein. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous balayer les 60 tumeurs, on va être simple, on va rester sur les deux principales tumeurs qui nous intéressent, qui sont les carcinomes canalaires in situ et les carcinomes invasifs. Alors, qu'est-ce que le carcinome canalaire in situ? C'est une prolifération de cellules néoplasiques cancéreuses, intragalactophoriques, qui ont la particularité de ne pas franchir la membrane basale. Et c'est donc une maladie qui reste uniquement localisée au niveau du sein, qui se manifeste dans 90% des cas sous forme de microcalcifications que l'on peut détecter à la mammographie. Ici, je vous ai mis des microcalcifications typiques qui sont classées avec une haute valeur prédictive positive de malignité, pour celle-ci en tout cas. Alors, ce carcinome canalaire in situ, il peut être associé à des lésions invasives, ou alors il peut présenter un début d'infiltration, d'où la difficulté dans la prise en charge de ce cancer. Qu'est-ce que ça devient un carcinome canalaire in situ? Est-ce que ça se transforme forcément en carcinome invasif? Eh bien, avant, on pensait que oui, sur plusieurs études de renommée internationale, qui avaient montré que de 14 à 50% des CCIS non traités évoluaient vers un infiltrant. Aujourd'hui, l'INCA a fait une revue de littérature en 2015 qui montre qu'en fait, il n'y a pas une phylogénèse claire entre les carcinomes canalaires in situ et les carcinomes canalaires invasifs. Et donc en fait, on ne sait pas bien comment ça évolue, et en particulier pour les CCIS de bas grade. Et ce CCIS représente environ 15% des cancers détectés dans le cadre du dépistage organisé, avec une survie excellente, puisque comme vous l'avez compris, c'est une maladie qui est localisée uniquement au niveau du sein. Contrairement au carcinome invasif, qui reste une prolifération de cellules néoplasiques dans les galactophores, mais avec cette fois-ci pénétration au-delà de la membrane basale, avec donc un potentiel d'extension et d'infiltration métastatique important. Enfin variable en fait, mais donc qui est possible. Le phénotype canalaire est bien plus important que le phénotype lobulaire en termes de pourcentage. Et typiquement, c'est des cancers qui vont se développer sous forme de masse. Alors là, je vous ai mis une masse spiculée relativement classique, qui a une très forte valeur prédictive positive de malignité à la mammographie. Avec une incidence en discrète diminution entre 2005 et 2012, une baisse d'incidence qui est attribuée à la baisse de prescription du traitement hormonal substitutif. Et comme vous l'avez compris, c'est une maladie qui a une possibilité d'évolution métastatique avec une survie variable. Alors pourquoi est-ce qu'on dépiste le cancer du sein? Et pourquoi est-ce qu'il y a certains cancers qu'on dépiste et d'autres non? Parce que le cancer du sein est tout d'abord un problème de santé publique, comme vous l'avez compris avec les statistiques que je vous ai montrées. Ensuite, parce qu'on dispose d'un moyen diagnostique étiqueté comme simple, peu coûteux, acceptable, avec peu de faux négatifs, qui est la mammographie. Ensuite, parce qu'il y a un traitement qui est disponible à ce cancer du sein, et que c'est un traitement qui guérit les patientes, en tout cas qui peut les guérir. Ensuite, parce que c'est une maladie qui a une phase de latence asymptomatique identifiable, où on peut attraper la maladie à ce moment-là
pour la traiter avant que le cancer ne se manifeste. Et enfin, parce que la balance économique est favorable. Tout ça est une question d'argent, et le dépistage organisé a été mis en place parce que c'était économiquement favorable de traiter les patientes avec un cancer qui n'était pas palpable par rapport à un cancer qui était palpable, et donc avec un traitement plus lourd. Et un risque de récidive plus important avec des traitements plus lourds par la suite. Alors comment est-ce qu'on dépiste? J'ai un petit peu défloré la question, mais vous le savez, avec la mammographie. Donc la mammographie est le seul examen, la seule technique d'imagerie qui a permis de montrer une baisse de la mortalité liée au cancer du sein sur de nombreuses études qui ont été réalisées dans les années 60 à 90, c'est un petit peu large, c'est plutôt 70-80, avec une baisse de la mortalité estimée à ce moment-là aux alentours de 16 à 21%. Ça fait partie des grosses polémiques et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, qui est-ce qu'on dépiste? Eh bien, par principe, par définition, le dépistage concerne toutes les patientes qui sont asymptomatiques et de la tranche d'âge concernée. Justement, quelle tranche d'âge? Alors, ici, je vous ai mis une flèche qui représente un petit peu les âges où l'incidence est le plus élevé. Donc, l'âge médian du cancer du sein, comme je vous l'ai dit, est 63 ans. Et donc, entre 50 et 70 ans, on a 50% des cancers du sein. Donc c'est clairement là où il va falloir taper pour aller dépister et trouver des petites tumeurs. Et bien ça tombe bien, c'est pour ça que le gouvernement a mis en place le dépistage organisé en 2004, qui a pour principe donc une convocation des patientes par courrier postal, selon les données de la sécurité sociale, dans la tranche d'âge 50-74 ans. Et donc le principe de l'examen, c'est donc tout d'abord un examen clinique, une mammographie comportant 4 clichés, 2 par côté. Et cette mammographie est réalisée tous les ans. Cette mammographie est réalisée tous les 2 ans, avec une double lecture. C'est-à-dire que la patiente qui vient dans le cabinet de radiologie voit le premier radiologue, qui donne son avis, et en cas de mammographie bénigne ou normale, il envoie ces mammographies à un centre de deuxième lecture, où on donne un deuxième avis à ce moment-là, et où on valide ou non le fait que la mammographie soit normale. Cette mammographie tous les 2 ans, elle doit être couplée ou non à une échographie mammaire en cas de sein dense, qui, en théorie, doit être réalisée dans 20 à 30% des cas. Alors, qu'est-ce qu'un sein dense? Grande question, beaucoup de polémiques aussi à ce sujet. La densité mammaire reflète en réalité le pourcentage de tissu fibroglandulaire que contient le sein par rapport au pourcentage de graisse. À la mammographie, le tissu fibroglandulaire est blanc et la graisse est noire. Donc on distinguera 4 sortes de seins, je ne vais pas tous vous les balayer, mais en gros, ici des seins graisseux, appelés par la classification Beiratz de l'ACR presque entièrement graisseux de type A, avec, comme vous pouvez le voir, une composante graisseuse nettement prédominante, ici un tout petit peu de glandes résiduelles, mais bien sûr, dans ce genre de sein, si une masse apparaît en plein milieu, eh ben, c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est très facile de le détecter. Contrairement à des seins extrêmement denses comme cela, où on appelle cela une densité de type D. Le lexique Beiratz, qui a été édité par l'American College of Radiology, qui permet d'avoir à tous les radiologues qui exercent dans le cadre du dépistage du cancer du sein, un lexique commun et une manière de parler commune. Et c'est aussi quelque chose de très important pour un dépistage généralisé, qu'on ait tous le même langage. Donc je reprends, ça ce sont des seins extrêmement denses, classés de type D selon le Beiratz, avec... ici, est-ce que vous voyez vraiment une anomalie dans ce sein? L'étoile que je vous ai mis là, elle est aussi ici, elle fait la même taille, elle est de la même couleur, mais elle est beaucoup plus difficile à voir. Donc la sensibilité de l'examen mammographie dans des seins graisseux, elle est entre 73 et 100% selon les différentes études, et dans les seins extrêmement denses de type D, elle descend à environ 50%. D'où l'intérêt de réaliser une échographie complémentaire en cas de sein dense pour s'affranchir de ce problème lié à la densité et de cette diminution de sensibilité. Donc voilà dans l'âge 50-74 ans, je vous ai laissé 50-70 ans pour que ce soit plus facile à retenir. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, au-delà de 74 ans, il y a quand même 25% des cancers du sein qui surviennent à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces patientes, puisqu'elles ne sont pas convoquées par le dépistage organisé? Voici la courbe que je vous remets ici, et vous voyez qu'à partir de 74 ans, l'incidence reste élevée et la mortalité continue à augmenter. La population est vieillissante, il y a de plus en plus de patients qui sont des gens âgés. Et ces patientes, comme je vous l'ai dit, ne sont pas convoquées par le dépistage organisé, alors que leur risque, comme vous l'avez vu, est plus élevé. D'où l'intérêt de continuer le dépistage du cancer du sein
tant que l'espérance de vie, jusqu'à ce que l'espérance de, excusez-moi, jusqu'à ce que l'espérance de vie ne dépasse pas 5 ans. En gros, c'est ce qui est retenu par les différentes études. Donc on continue. Il arrive de manière régulière que des patientes âgées de 78 ans viennent me consulter en scénologie, avec une boule palpable, et elles me disent « mais pour moi, ce n'est pas un cancer, je ne suis plus convoquée, donc je n'ai plus de risque de cancer du sein ». Eh bien si, elles ont encore un risque, bien sûr. Donc, continuez le dépistage, d'autant plus que les cancers du sein des patientes âgées sont en général des tumeurs de grade immunohistochimique peu élevé, donc accessibles à un traitement adapté. Et il y a malgré tout 40% de décès qui est dû à un diagnostic tardif. Donc voilà, il faut vraiment marteler ça. Continuez le dépistage jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait avec les patientes plus jeunes? Eh bien, avant 50 ans, il y a aussi 25% des cancers du sein qui apparaissent. Alors avant 50 ans, le problème qu'on a, c'est que la mammographie est encore moins fiable. Vous avez vu que selon la densité mammaire, elle était plus ou moins fiable. Eh bien, avant 50 ans, on est dans le cas des seins denses et extrêmement denses. Donc la densité est plus importante, excusez-moi. L'irradiation doit donc être plus importante pour avoir des images correctes, d'où l'intérêt de l'échographie avant 50 ans. Alors, je switch directement avant 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait avant 40 ans? Est-ce qu'on dépiste ou pas? Eh bien, il n'y a pas d'indication de dépistage du cancer du sein avant 40 ans. Ça, il faut, je pense, le marteler aussi. Pourquoi? Parce que les seins sont plus radiosensibles, le tissu mammaire est plus radiosensible dans cette tranche d'âge-là, parce que la densité mammaire est vraiment trop élevée, et parce que la fréquence de la maladie est trop faible. Donc, la balance risque-bénéfice est défavorable. Le docteur Caroline Bastiani vous parlera tout à l'heure de l'indication du dépistage des patientes à haut risque, et dans ce cas-là, c'est complètement différent. Donc, avant 40 ans, pas de dépistage. Qu'est-ce qu'on fait entre 40 et 50 ans? Est-ce qu'on dépiste ou non? Je vous ai sorti ici une étude. Alors, il y a une littérature très très abondante à ce sujet. Je vous ai sorti ici une étude de 2016, donc récente, du Lancet Oncology, donc quand même une revue sérieuse, qui a été réalisée en Angleterre, sur deux groupes de patientes, 54 000 femmes dépistées à partir de 39 ans, à une fréquence annuelle jusqu'à 48 ans, et un groupe contrôle de 107 000 femmes dépistées à partir de 50 ans. Et ce qui est très important dans cette étude, c'est qu'il y a un follow-up de 17 ans. Et ça, c'est très important par rapport aux autres études. C'est très élevé. Eh bien, dans le groupe des patientes dépistées à partir de 39 ans, il y avait une réduction significative de la mortalité par rapport au groupe contrôle avec un risque relatif diminué de 0,88. Donc ça, c'est quand même significatif. Et d'ailleurs, si en France, on ne dépiste pas de manière organisationnelle le cancer du sein à cet âge-là, dans beaucoup de pays, on dépiste dès 40 à 50 ans. 40 à 45 ans, excusez-moi. En Autriche, en Bulgarie, je vous passe la liste, mais il y a quand même pas mal de pays. Et aux États-Unis et au Canada, le dépistage est recommandé à partir de 50 ans de manière générale, mais remboursé dès 40 ans. Et dans certains États, ils recommandent de dépister à partir de 40 ans. Et l'American Society of Cancer, American Society of Cancer, je ne sais plus, recommande que ce soit à partir de 40 ans également. Donc voilà, ça fait quand même poser des questions. D'où l'intérêt du dépistage à partir de 40 ans, associé quasiment constamment à une échographie à cause des seins denses. Alors, on dépiste à partir de 40 ans, mais à quelle fréquence est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire tous les 2 ans, comme dans le dépistage organisé ou pas? Eh bien, on va essayer de diminuer la fréquence. Je vais y arriver, d'augmenter la fréquence. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de patientes non ménopausées, qui ont donc une sécrétion hormonale propre, puisqu'elles ne sont pas ménopausées. Or, la plupart des tumeurs des patientes jeunes sont des tumeurs hormonodépendantes. Ce qui veut dire qu'en fait, la croissance tumorale est plus rapide parce qu'elles auto-alimentent la croissance de leur tumeur, d'une part, et en plus, comme vous l'avez compris, la densité mammaire étant plus élevée, la mammographie est moins efficace, donc on peut passer à côté de choses dans cette tranche d'âge-là. Avec, du coup, des cancers de l'intervalle augmentés si on garde une fréquence de 2 ans. Donc, dépistage annuel chez les patientes entre 40 et 50 ans. Voilà, donc là, on a balayé un petit peu toutes les tranches d'âge. Alors, en ce moment, beaucoup de controverses à propos du dépistage, et on va y venir tout de suite. Les seules données statistiques que l'on a sont bien sûr dans le cas du dépistage organisé, puisque c'est les seules données qui remontent de manière gouvernementale et sur lesquelles on peut travailler. Donc les controverses portent là-dessus. Quelles sont les controverses liées au dépistage actuellement? Tout d'abord, une participation insuffisante. On y reviendra. Ensuite, quelle efficacité pour réduire vraiment la mortalité? On va aussi y revenir. Est-ce que ce dépistage est sûr
ou est-ce qu'il entraîne trop de surdiagnostic et de surtraitement? Et est-ce que réellement le dépistage entraîne une irradiation mammaire qui entraîne la génération de cancer? Il faut savoir que dans la littérature médicale, il y a très peu, voire pas, d'articles corrects qui décrivent des cancers radio-induits aux doses de la mammographie, répétées de manière annuelle ou bisannuelle, sur les tranches d'âge des patientes dépistées. Donc on en parle comme tout le temps, mais ce n'est pas des choses qui sont réellement reconnues dans la littérature. Alors le taux de participation, eh bien, il est actuellement insuffisant dans le dépistage organisé. Pourquoi? Parce qu'en fait les études des années 60 à 90 décrivaient des diminutions de mortalité pour un pourcentage de population inclus dans le dépistage de l'ordre de 70%. Or, aujourd'hui en France, on est à 52% de participation en moyenne dans le dépistage et 48% en région PACA. Sur la réduction du risque de mortalité, une pléthore d'études complexes, avec des méthodologies complexes, des qualités hétérogènes, qui ont été reprises dans beaucoup de méta-analyses, avec de nombreuses divergences et des taux effectifs de réduction de mortalité qui sont évalués entre 0 et 50%. Donc là, c'est le grand saut, quoi. On ne sait pas du tout ce qu'il en est. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on est en train de faire ou pas? On ne sait pas. Et si c'est 50%, est-ce que c'est grâce au dépistage qu'on a réduit qu'on a réduit la mortalité du cancer du sein? Est-ce que c'est parce que les traitements sont meilleurs qu'avant? Est-ce que c'est parce que les patientes sont mieux suivies médicalement que dans les années 70? On ne sait pas. Ici, je vous ai mis un petit graphique de l'Institut suisse de cancer et de dépistage du cancer du sein, qui montre ici que sur 1000 femmes qui ne réalisent pas de dépistage de cancer du sein, il y aura 20 femmes qui recevront un diagnostic de cancer du sein sur un cancer du sein du coup palpable. Et que sur ces 20 femmes, 5 d'entre elles mourront d'un cancer du sein. De l'autre côté, 1000 femmes qui participent au dépistage, 24 femmes auront un diagnostic de cancer du sein et 4 patientes mourront d'un cancer du sein. Donc entre deux populations de 1000 femmes, l'une sans dépistage et l'autre avec dépistage, il y a un décès de moins par cancer du sein dans le groupe dépisté. Ça fait réfléchir. En termes de sécurité, ce dépistage du cancer du sein, où est-ce qu'on en est? Eh bien, malgré l'augmentation d'incidence liée très vraisemblablement, entre autres au dépistage, mais aussi aux facteurs environnementaux, et on y reviendra un petit peu plus tard, etc., la mortalité reste stable dans le temps. On peut donc se poser la question de savoir si vraiment on fait bien ou pas. D'autant plus que les études ont montré qu'il n'y avait pas de diminution de l'incidence du cancer du sein à la fin de la période du dépistage. Et enfin, pas de diminution des stades avancés. Donc il y a toujours autant de patientes qui viennent avec un cancer du sein inflammatoire alors qu'on dépiste. On évalue en réalité le surdiagnostic entre 10 et 50%, avec une moyenne aux alentours de 20%, c'est ce que les différents experts sont d'accord pour évaluer. Donc pas mal de controverses. C'est pour ça que notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, a mis en place une concertation citoyenne et scientifique, c'est important de le préciser, qui a été réalisée entre 2015 et 2016, avec des modalités que je vais un peu vous expliquer. Donc, d'abord, il y a eu un site de contribution en ligne, où n'importe qui, vous, moi, mais des patientes, des patients, n'importe qui, pouvaient donner leur avis sur le dépistage du cancer du sein. Il faut savoir que sur 2 ans, il y a eu 500 contributions en ligne. Ces contributions devaient servir à poser les bases des discussions qui allaient servir pour la suite. Alors, qui a discuté pour la suite? Eh bien, il y a eu 2 groupes qui ont discuté. Il y a eu des citoyens et il y a eu des professionnels. Les citoyens, c'est des citoyennes. Il y a eu 27 femmes âgées entre 24 et 74 ans, de niveaux socio-économiques différents, de régions différentes, qui se sont réunies pendant 2 week-ends sur les bases des contributions en ligne pour discuter du bienfait, du bien fondé ou pas, du dépistage du cancer du sein. Ça, c'est du côté citoyen. Du côté professionnel, 25 professionnels de santé, médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes, oncologues, radiologues, non experts du cancer du sein, se sont réunis pendant également 2 week-ends pour discuter des mêmes sujets. Tout ça a été chapeauté par un comité technique et prospectif sur le dépistage du cancer du sein, avec une réunion publique de clôture. Alors on en a beaucoup entendu parler récemment, et donc je voulais un petit peu vous donner les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Donc tout d'abord, ils remettent en cause le dépistage tel que réalisé en France actuellement, et donc ils proposent 2 scénarios pour l'avenir du dépistage du cancer du sein. Le scénario 1, c'est tout bonnement l'arrêt du dépistage organisé,
c'est-à-dire qu'on repasse à un dépistage individuel seulement, basé sur une consultation réalisée par les médecins généralistes à l'âge de 40 ans pour évaluer le risque individuel de chaque patiente en fonction des facteurs de risque. Selon cette consultation, la patiente sera adressée ou non à un dépistage. Donc certaines ne seront pas du tout adressées, d'autres oui, avec une fréquence qui sera variable en fonction de leur risque. Deuxième scénario, remaniement du dépistage organisé, à adapter au niveau de risque individuel, fusionné avec le dépistage individuel, et des modalités d'entrée plus simples que dans le dépistage organisé actuellement. C'est-à-dire que les patientes pourraient être adressées directement par leur médecin généraliste, gynécologue et sage-femme, directement vers le dépistage organisé. Tout ça basé également sur une consultation de prévention et d'évaluation des risques à 40 ans par le médecin généraliste. Alors on parle beaucoup de risques. C'est quoi le risque du cancer du sein et comment on le calcule? Parce que donc, les médecins généralistes, d'abord je ne sais pas s'ils ont vraiment le temps de faire ce genre de consultation, et puis il faut quand même s'y connaître. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y connaître? Parce que voilà, ça c'est les risques étiquetés, francs, connus, avec des risques relatifs bien mesurés et bien mesurables. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Le docteur Bastiani vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça va de l'antécédent de carcinome canalaire in situ, qui a un risque relatif à 4, jusqu'à l'âge de la première naissance de l'enfant, qui a un risque relatif beaucoup plus bas, entre 1,1 et 2. Mais aussi dans le risque à évaluer, et dans ce qui fait polémique actuellement, on a la densité mammaire, je vous en ai parlé. Certains auteurs pensent que la densité mammaire est un facteur de risque de cancer du sein, pas parce qu'il y a plus de glandes, mais parce que nous, on est moins efficace. Donc ce serait un facteur de risque indirect. Mais aussi les sels d'aluminium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude de Genève qui est parue il y a quelques temps dans la littérature médicale, où ils ont montré que les sels d'aluminium avaient un effet mutagène sur les cellules mammaires, et donc qui entraînait potentiellement des cancers du sein par la suite. Sur le tabac, on en parle toujours, sur l'obésité, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le risque est très difficile à évaluer, et qu'aujourd'hui, on a plusieurs outils pour essayer de le grader, mais que c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir une réponse suite à cette concertation citoyenne? Eh bien, je pense qu'il faut informer, expliquer, communiquer sur le dépistage du cancer du sein. Et moi, ce que j'aime bien dire aux patientes, essayer de leur expliquer, c'est qu'il faut prendre le dépistage comme un médicament. Le dépistage n'est pas là pour prévenir le cancer du sein, on ne le prévient pas, on ne sait pas le prévenir. Le dépistage est là pour trouver des petites tumeurs qui, traitées, entraînent moins de problèmes à la patiente et une survie meilleure que des grosses tumeurs. Donc le dépistage doit être vu comme un médicament. Et un médicament, il a quoi comme particularité? Il a comme particularité de rechercher, enfin, il a des effets que l'on recherche, qui sont donc de trouver un cancer qui menace la vie, mais il a aussi des effets secondaires. Et les effets secondaires, c'est le surdiagnostic et le surtraitement. Donc, pas de message erroné, le dépistage, on n'est pas obligé d'y participer, et si on y participe, il faut en accepter les avantages, mais aussi les conséquences. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre des campagnes anti-dépistage, donc Rachel Campbell qui avait sorti un livre, donc No Mammo, avec, vous voyez, donc, le bandeau fragile sur les seins de la patiente, où il fallait vraiment arrêter le dépistage, c'était nocif, c'était terrible, etc. Et puis trouver un juste milieu par rapport à cette affiche sur Octobre Rose. Alors l'année dernière, cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. Est-ce que c'est vrai qu'elle a sauvé sa vie en son dépistage du cancer du sein? J'ai essayé de vous montrer que ce n'était pas forcément vrai, c'est la première chose. Et autre chose, elle est jolie, mais est-ce qu'elle est dans la tranche d'âge du dépistage organisé? Voilà. Donc on peut se poser des questions sur ce genre de campagne aussi d'affichage, dans les deux sens. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'il faut informer, qu'il faut discuter, qu'il faut parler avec les patientes. Je pense que c'est très important de beaucoup expliquer aux patientes, parce qu'elles comprennent les choses. Qu'il faut prendre le dépistage comme un médicament, et que dans cette attente, eh bien, voilà, on attend la refonte du dépistage organisé pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite, et que donc vous avez par contre compris que le dépistage s'envisage à partir de 40 ans et jusqu'à la fin de la vie. Je vous remercie pour votre attention.